Bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif 2050, Investir pour demain. Je suis Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet de gestion de patrimoine indépendant Scala Patrimoine. Comme vous le savez peut-être, la France et plus de 130 pays dans le monde se sont engagés vers la neutralité carbone d'ici 2050. Mais finalement, sans la participation de chacun, cet objectif sera inatteignable. Nous avons donc la conviction que pour les années à venir, vous aurez tous un pouvoir très important avec votre épargne, peut-être même plus qu'avec un simple bulletin de vote. L'objectif de cette émission est simple, vous faire partager notre intérêt pour l'investissement responsable, confronter nos convictions avec celles des acteurs du changement climatique et ainsi faire émerger les solutions les plus pérennes pour demain. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Alors, Novetic a publié fin octobre une étude concernant l'évolution des labels européens. Est-ce que vous pouvez nous en préciser finalement les différents enseignements ? Oui, nous avons regardé un peu comment le marché des labels de finances durables européens. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a 8. Donc on a un paysage, on va dire, un peu complexe, puisque chacun des labels est lié à une nationalité, à des référentiels différents. Mais enfin, en tout cas, il y a une constante, c'est qu'à une exception près, qui est le label luxembourgeois, ils ont tous de plus en plus de succès. Donc on a aujourd'hui une offre de plus de 2000 fonds labellisés en Europe pour 1307 milliards d'euros d'encours. Alors ça peut paraître beaucoup, en fait, en même temps, il faut relativiser, puisqu'on est sur des dizaines de milliers de milliards de gestion d'actifs. Donc, ça reste une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui grossit lentement mais sûrement, et qui, en tout cas, attire les épargnants. Alors, le succès, il vient d'où ? Est-ce qu'il y a une corrélation, justement, entre l'exigence qu'on peut avoir, justement, pour avoir un label, plus ce succès, finalement, du côté investisseur ou épargnant ? Oui, tout à fait. Est-ce que les deux ensemble ? Alors, très clairement, 2022, c'était un peu l'annus horribilis pour les fonds durables, parce qu'ils ont accumulé, qu'ils soient labellisés ou non, des contre-performances. Là, le panel de fonds labellisés qu'on a regardé, il a fait moins 14% sur 2022. D'accord. Donc, il y a eu, ça a été une des premières années très difficiles, puisque vendre de la contre-performance, c'est toujours assez compliqué. On a vu que sur tout le premier semestre 2023, on était déjà repassé dans le vert. Donc, il y a bien à nouveau ce message que investir dans des fonds durables, c'est investir dans l'économie durable qui est plus résiliente. Donc ça, c'était un premier problème. Dans ce paysage compliqué, vendre des fonds qui contre-performent, c'est difficile. Les labels sont finalement restés, ce qui n'était pas gagné au départ, un repère de solidité. Pourquoi ? Parce que finalement, obtenir un label, ça veut dire qu'on fait évaluer son process, la composition de son portefeuille, l'ensemble de ce qu'on a mis en place sur les fonds durables par des tiers externes. Et donc, il y a un gage de crédibilité. Ça, c'est important. Et c'est vrai que comme la réglementation dite SFDR avec les articles 8 et 9 a été un joyeux foutoir. Joyeux, c'est un bon mot. Voilà. C'est-à-dire que comme c'est de l'autorégulation, l'autorégulation, ça donne que chacun se régule à sa manière. Donc, effectivement, on n'y comprenait plus rien. Alors, on avait même des gérants d'actifs qui avaient pris article 9 comme si c'était un label, alors que par définition, ce n'est pas l'évaluation de son process par un tiers externe. Donc aujourd'hui, finalement, d'abord, la réglementation est en pleine refonte. Ouais. Donc ça, les articles 8 et 9, c'est flottant. Alors en plus, il y a beaucoup de fonds qui ont changé de catégorie. Donc là, on n'y comprend plus grand-chose. Donc les labels restent un repère fort. Et nous, on le voit dans les chiffres puisqu'on voit cette croissance. En collecte, on a eu quand même 28 milliards de collectes sur l'année 2022. Et la tendance se poursuit au premier semestre 2023. Sachant qu'en plus, certains fonds collectent plusieurs labels, parce que finalement, on peut très bien en avoir un, deux, en fonction de son positionnement. Alors oui, déjà tous les fonds dits de droit luxembourgeois qui en fait sont distribués partout en Europe, par définition, aujourd'hui, comme il y a un peu des marchés nationaux, alors en France, on a le label ISR et le label Greenfin, qui sont deux labels publics, ce qui est une spécificité française. En Allemagne, on a le label FNG. En Belgique, on a le Towards Sustainability. Donc, si vous voulez être présent sur chacun de ces marchés, en général, il faut être multilabellisé. Ce qui est évidemment un effort à faire pour les gérants d'actifs, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes référentiels. Et un coût aussi. Alors, il y a un coût qui reste modeste. Ouais, d'accord. Par rapport à un certain nombre d'autres prestataires financiers, ça reste relativement modeste. En revanche, effectivement, il y a un coût d'adapter ces process aux exigences des uns ou des autres. Alors, très clairement, le marché reste dominé par le label ISR, mais qui est finalement le moins contraignant parce qu'il n'y a pas de restriction à ce stade aujourd'hui, en particulier sur le sujet des énergies fossiles. Juste derrière, on a Towards Sustainability qui est plus exigeant et qui a renforcé ses exigences sur les énergies fossiles. Et puis, on a aussi un marché des pays du Nord qui a un autre Nordic Swan. Donc, on voit que vraiment, aujourd'hui, et ça, c'est regrettable de mon point de vue, on n'a pas une finance durable européenne, homogène, qui va ensemble vers une vision durable. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Vous parliez du label ISR. Aujourd'hui, il est en pleine refonte. Est-ce que vous avez un regard, justement, sur cette refonte ?
chez Alors Novetti? déjà, cette refonte dure depuis 2 ans, donc on a eu Ouais. le temps de l'observer. C'est-à-dire que La un des digérer. paradoxes, de la finance durable française, c'est que elle a un leadership assez naturel depuis 2015. Par contre, là, le moteur semble un peu grippé puisque finalement les référentiels des 2 labels ISR et Greenfin datent de 2015. Or, depuis 2015, dans la finance climat, dans la finance verte, dans la question des énergies fossiles, il y a eu quand même énormément d'évolutions. Et donc aujourd'hui est sur la table depuis 2 ans donc le projet de refonte, depuis presque 6 mois une proposition faite par le comité du label ISR. Tous vont dans le sens de clarifier le fait qu'il n'y ait le moins possible de ce qu'on pourrait appeler, alors les énergies fossiles, non pas au sens général du terme, mais au moins ce qu'on appelle les bombes climatiques, c'est-à-dire les compagnies pétrolières qui développent de nouveaux projets dans les énergies fossiles. Donc ça, normalement, ça devrait faire consensus, ce serait assez cohérent, en tout cas ça correspond à la demande des épargnants, mais de facto, il semble qu'il y ait une bataille de lobbying intense, donc peut-être, si tout va bien, on devrait avoir des informations, des arbitrages du ministre des Finances avant la fin de l'année, théoriquement début décembre. D'accord. Mais Parce que les énergies fossiles, on est d'accord que c'est le nerf de la guerre pour un label, en tout cas dans la façon de raisonner d'un épargnant. Revenons aux fondamentaux, c'est-à-dire l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, il est clairement précisé que pour tenir l'objectif des 2 degrés maximum à la fin du siècle, il faut sortir des énergies fossiles et le plus vite possible, ce qui veut dire laisser dans le sol la quasi-totalité du charbon, une grande partie du pétrole, mais aussi le gaz. Donc ça, la feuille de route, elle est relativement claire. Bon, bien évidemment, et je ne vous apprends rien, c'est pas du tout le chemin que prennent tous les pays du monde. La question est évidemment pourquoi la France est plus exemplaire que les autres ou autres. La question surtout qui est posée, c'est l'Europe a un Green Deal qui est complètement aligné sur ce genre de choses, et aujourd'hui, on n'a pas de sortie massive ou de renoncement, d'où la logique de bombe climatique, à des projets. Donc, en revanche, les épargnants sont des citoyens comme les autres et eux, ils ont bien compris ce schéma-là. Donc, quand ils ont une démarche de demander, et vraiment sondage après sondage, c'est toujours pareil, on est sur au moins 50, voire 60-70% de gens qui disent oui, ça m'intéresse d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux de mes placements, surtout si on est sur des placements de long terme. Bien sûr. Donc, et logiquement, s'ils veulent financer l'économie durable, ils trouvent pas ça très cohérent d'avoir des compagnies pétrolières, visibles évidemment, dans leur portefeuille. Ça paraît tout simple et c'est en fait très très compliqué. Alors pourquoi c'est très très compliqué ? Mais parce que les marchés ne se sont pas verdis du tout depuis 2015. Donc on a eu des tas de produits bas carbone, zéro carbone ou ce qu'on veut. Mais en fait, quand on creuse, et c'est ce que nous on fait à travers nos études, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup au marché tel qu'il est aujourd'hui. Et pour vous, il n'y a pas d'avancée finalement. Il y a beaucoup de discussions, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de brouillard. On peut dire qu'il y a beaucoup de brouillard. La question est que, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos études, de dissiper ce brouillard pour dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on a dans les fonds, qu'est-ce qu'on a dans les annexes techniques, très techniques, de chacun de ces fonds. On a un jargon extrêmement alambiqué pour dire que tout ça est durable et qu'on s'aligne, mais enfin, peut-être... alors, on a le terme d'alignement, par exemple, est employé pour tout et n'importe quoi. Alors, c'est l'alignement sur la taxonomie qui reste très faible. Donc ça, c'est un signe fort. On n'est pas sur le Green Deal, mais on s'aligne aussi sur les objectifs de développement durable, ce qui n'a aucun sens. C'est pas un objectif quantitatif, c'est des objectifs complètement qualitatifs. Donc on voit bien qu'on est comme une espèce de langue qu'on parlerait pas vraiment, où on emploie des mots. Vous savez, quand vous parlez pas très bien anglais, vous mettez des mots comme ça pour dire si, je sais bien ce que ça veut dire. Je maîtrise. Et voilà, c'est ça. Et on est dans ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, ça pose d'énormes problèmes. D'abord parce que effectivement les épargnants, et ça, le dernier sondage dit que plus de 58% d'entre eux considèrent que les fonds durables, c'est du marketing pas crédible. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a énormément de reportages, d'émissions à charge. Oui, je pense qu'on en a vu beaucoup là ces derniers temps qui mettent en avant. Pour répondre à cette charge, il faut évidemment prouver que, bien sûr que non, voilà de la finance durable solide, qui a des impacts environnementaux et sociaux positifs, qu'on peut démontrer avec des indicateurs fiables. On va sortir le 23 novembre prochain une étude sur les fonds les plus engagés, 183 fonds très engagés distribués en France. Que vous avez audité ? Qu'on a analysé on a lu toutes les annexes. Il y a des centaines de pages. Et c'est vrai que c'est un peu décevant ce qu'on y trouve au bout du bout. Et surtout, on voit bien à quel point l'appropriation du plan d'action européen qui a été sorti en 2018 avec un objectif, c'est d'aligner la finance européenne sur le Green Deal européen. Sur le papier, c'était formidable. Dans la réalité, la mise en œuvre, on en est loin encore. Les alignements sur la taxonomie, qui est l'outil qui permet de mesurer la vraie part verte
des fonds, des entreprises, etc., est encore dans les limbes. Enfin, on est à des pourcentages qui, en plus, quand on creuse vraiment, on ne sait pas très bien comment ils ont été construits. Donc, on a vraiment des progrès à faire et surtout de la lisibilité, de la clarté et des objectifs durables, tangibles, mesurables. Il s'appelle le Green Deal en Europe. Ouais. Parce que finalement, ce que vous nous dites, c'est que si vous trouvez ça déjà compliqué, quelle est la position finalement d'un épargnant traditionnel qui a envie effectivement d'investir pour demain et qui se retrouve avec cette montagne de documentation et d'informations. Donc, voilà. Quelle est la lisibilité qu'on peut attendre aujourd'hui d'un label ou finalement d'une position Alors, d'un label, l'avantage, c'est qu'il y a un cahier des charges, que tout est public. Donc, finalement, c'est aussi pour ça que les labels continuent à être un des principaux éléments de repère du marché. En revanche, un des échecs de la réglementation européenne, c'était la volonté qui faisait partie du plan d'intégrer à la discussion entre conseillers financiers et clients la question de quelles sont vos préférences ESG pour environnement social et gouvernance. Donc, à ma connaissance, ça s'est noyé dans une documentation technique tellement abstraite que la plupart des conseillers, et je le tiens d'une société de gestion, disent, écoutez, finalement, cochez que vous avez pas besoin, que ça vous intéresse pas, je vais vous en proposer si vous voulez, mais on se met pas dans ce jeu trop complexe. Et donc là, il y a effectivement différents moyens de freiner des régulations. Il y a le fait de les stopper complètement, il y a le fait de les noyer sous de la complexité et du coup de l'absence d'appropriation par les acteurs. Je pense qu'on est quand même dans ce cas de figure aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, pour vous, il y a quand même un risque réputationnel à court et moyen terme finalement pour ces labels. Si l'épargnant ne trouve pas ce qu'il attend aujourd'hui. Alors, très clairement, on a deux catégories de labels de finance durable. On a ceux qui sont spécifiques à la finance durable, donc ça c'est le cas français, et puis on a ceux qui sont des labels environnementaux que connaissent les acteurs des pays. Il y a Nordic Swan par exemple, c'est label vert qu'on trouve sur la lessive, et ils ont créé une classe pour les produits financiers. D'accord. C'est la même chose en Autriche par exemple. Donc dans ce cas de figure, c'est pour ça qu'il y avait un projet d'éco-label européen. Qu'on avait porté et soutenu beaucoup, qui est pour l'instant complètement gelé pour une raison assez simple, mais qui dit beaucoup la situation inquiétante dans laquelle on est. C'est-à-dire que l'écolabel qui serait investi dans des entreprises très vertes, il y a très peu sur les marchés cotés européens, il y a très peu d'entreprises qui sont soit des pure players verts, soit en train de verdir leur modèle de façon suffisamment significative et surtout suffisamment rapide. Et donc du coup, on tournera honnêtement en 2018, quand j'ai participé à la construction de ce plan, je pensais vraiment que 5 ans plus tard, on aurait vraiment fait des pas de géant vers le Green Deal. C'est l'inverse. Aujourd'hui, tous les freins pour aller, si possible, en marche arrière sont levés. Et ça, c'est très inquiétant parce que si on n'atteint pas le Green Deal, ça veut dire que le plan A de l'Europe, et c'est le seul continent qui en a un à ce stade, ne sera pas atteint, les objectifs ne seront pas respectés, et c'est non seulement les citoyens européens qui vont payer assez cher l'ensemble, mais c'est aussi les gérants d'actifs, parce qu'on va effectivement vers une dévalorisation assez rapide quand même de métiers et de secteurs qui seront incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Aujourd'hui, à titre personnel, pour finir là-dessus, quel est votre sentiment par rapport à tout ce que vous nous décrivez? Finalement, vous avez beaucoup agi. Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce que le challenge est encore là? Ou est-ce que finalement, il y a un sentiment... Il faut jamais baisser les bras. Oui, non, il faut jamais baisser les bras. Très clairement, l'espèce d'ascension qu'il y a eu à partir de 2015, de la signature de l'accord de Paris, de l'engagement de la Commission européenne en 2018 de lancer une stratégie de finance durable qui vise vraiment à faire de la finance durable le mode de finance européen. Donc tout ça est très positif et il y a des acquis, bien évidemment. En revanche, dans la vraie vie, ça se passe jamais comme un long fleuve tranquille. Et donc là, et je me souviens très bien en 2018, on savait que les lobbies les plus importants nous avaient pas forcément vus. Ils nous ont laissé faire notre petit travail dans notre coin. Mais là, très clairement, ils ont mesuré. Et c'est ça, le côté positif, c'est que vous avez aujourd'hui, et d'où le lobbying intensif, une compréhension forte d'un certain nombre de secteurs que leur avenir est menacé. Et c'est vrai. Alors, il n'est pas forcément menacé par la régulation sur la finance durable. En revanche, il est menacé par le changement climatique qui avance encore plus vite, par les problèmes d'eau, par les problèmes d'énergie, par des problèmes sociaux, enfin, par tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même une victoire, en fait, pour la finance durable. C'est-à-dire que ces modèles sont en train réellement de gagner la finance en général parce que les risques ESG se matérialisent à peu près partout. Et on a, par exemple, l'exemple de Bayer-Monsanto, on a un certain nombre d'autres entreprises qui, aujourd'hui, dévissent en bourse pour des raisons de risque ESG. Donc, la finance durable avance, mais pas tout à fait au rythme et avec la puissance qu'on aurait voulu.
Super, merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré pour votre retour finalement sur cette question des labels qui est passionnante. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle émission Objectif 2050, Investir pour demain.